aussi des choses à l'ONU et vous attendez une réaction au niveau musclé au niveau de l'ONU, mais quelque part, vous avez certainement omis l'AES, vous avez omis l'UA, vous avez omis la CEDEAO. Pourquoi? Avant d'arriver à cette question, j'aimerais préciser une chose ici à l'intention de nos spectateurs Joël Lamodin, oui, et expliquer quelque chose que Joël Amadou semble ne pas voir dans la allez-y, documentation. Les allez-y. exigences sont placées dans un ordre qu'il faut suivre. Nous parlons d'abord du retrait pur et simple de la Constitution unilatérale de la Ve République. Et après, on parle de la démission immédiate de Faure Gnassingbé. Donc, la transition, la mise en place d'une transition dont on parle n'est pas dans la même logique que celle que lui, il avait soutenue. C'est-à-dire que cette transition dont nous parlons ici sera une transition sans Faure Gnassingbé. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, cette transition dont on parle ici sera une transition Ça, Faure Gnassingbé, son puisque problème, on réclame plutôt, on demande la démission de Faure Gnassingbé. Donc, si Faure Gnassingbé doit démissionner, la transition qui va s'en suivre ne pourra pas se faire avec Faure Gnassingbé. Donc, il n'y aura pas de négociation, en fait, ok, avec Faure Gnassingbé pour une transition. Ce qu'on ok, demande, c'est que Faure Gnassingbé démissionne et les Togolais, le peuple togolais est concerté en son sein et met en place une transition. C'est différent de penser à une transition avec des négociations et des consensus avec ce gouvernement-là encore en place. Non, on demande la démission de Faure Gnassingbé et de son gouvernement. Et après leur démission, les forces vives de la nation togolaise vont se concerter pour mettre en place une transition. Voilà ce que le sens de ces revendications ou de ces exigences-là. Maintenant, pour ce qui concerne les institutions ou alors les regroupements, oui, 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 merci. Donc, Joël, voilà, merci. oui, Joël, pourquoi je vous ai posé cette question? Parce qu'on a l'impression que au niveau de l'Afrique, on oublie souvent qu'on a des institutions telles que l'UA, telles que même l'AES qui vient de naître est une institution. J'en Il y viens, a aussi la j'en viens, CEDEAO. j'en viens. Alors, pourquoi est-ce que, et je vais y aller étape par étape, pourquoi est-ce que on n'est pas allé auprès de la CEDEAO? C'est tout simplement parce qu'on a déjà essayé à plusieurs reprises. En 2005, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons été au cœur de toutes les tractations qu'il y avait eu au niveau de la CEDEAO pour trouver une solution au coup d'État constitutionnel qui avait été opéré nuitamment pour porter Faure Gnassingbé sur le coup du peuple togolais après le décès de son père. Et on nous avait dit des choses qui n'ont pas été faites. On a dit des paroles qui n'ont pas été tenues. Et c'est la CEDEAO plutôt qui a supervisé et assisté même à l'ancrage du régime de Faure Gnassingbé au Togo. Qu'à cela ne tienne, après, quand Faure Gnassingbé est bien assis sur le coup du peuple togolais et évoluait de violation constitutionnelle en violation constitutionnelle, d'élection truquée en élection truquée, de hold-up électoral en hold-up électoral, de massacre de population en massacre de population, le peuple togolais, dans son entièreté, le peuple en lutte, qui souffrait, les acteurs politiques de l'opposition dans leur ensemble, les acteurs de la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, sont tous allés auprès de la CEDEAO de manière diverse, à des moments différents, pour demander l'intervention de la CEDEAO dans la situation du Togo. Les questions des droits de l'homme ont fait l'objet de décisions de la part de la Cour de justice de la CEDEAO et ces décisions n'ont jamais été prises en compte ou respectées par le gouvernement togolais. Les acteurs politiques ont été poussés dans plusieurs négociations avec ce régime sous l'égide de la CEDEAO. Et les dernières négociations sont celles de 2018, au lendemain du soulèvement populaire du 19 août 2017. Et la CEDEAO avait supervisé ce dialogue-là avec deux médiateurs, un facilitateur et un médiateur, en plus d'un expert constitutionnaliste, et qui ont supervisé ce dialogue et qui ont sorti des résolutions. Le régime n'a pas respecté ces résolutions-là. Et quand la crise a repris depuis quelques années et s'est intensifiée
après le hold-up, comment dire, la modification constitutionnelle illégale, pas avec laquelle ils installent une cinquième république, on a encore interpellé la CEDEAO, elle n'est jamais intervenue. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit tout le temps être derrière la CEDEAO? On se réserve quand même le droit de réfléchir encore pour d'autres démarches diplomatiques auprès de la CEDEAO. Mais le contexte de l'Assemblée générale des Nations unies est tombé à pic en ce que le mouvement M66 et l'ensemble des autres mouvements et organisations qui collaborent avec le M66 sont dans, comment dire, au cœur de la relance de la lutte actuellement, depuis le 6 juin. Donc, ça vient à pic, à point nommé, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a saisi l'opportunité pour faire cette démarche. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, peut-être que la manifestation est en cours ou elle est déjà terminée devant les Nations Unies, toujours contre le régime de Faure Gnassingbé. Donc, pour les Nations Unies, c'est parce que l'opportunité est là. Si l'Assemblée générale des Nations Unies allait se tenir peut-être dans 2 semaines, on aurait fait ça dans 2 semaines. Pour ce qui concerne l'Union africaine, c'est presque la même chose. Si vous vous souvenez, quand on a interpellé Emmanuel Macron ici à Montréal en 2018, il nous avait répondu qu'il avait instruit le président de l'Angola et qu'il comptait sur l'Union africaine et la CEDEAO pour accompagner le Togo dans le processus. Mais l'attitude de la CEDEAO, comme celle de l'Union africaine, a été la même. C'est que ces deux institutions-là se sont réduites ou sont réduites à un syndicat de chefs d'État qui sont pour la plupart soit corrompus ou mal élus ou illégaux, donc qui s'envoient l'ascenseur et qui luttent pour le maintien les uns des autres sur le coup de leur peuple respectivement. Donc, ça fait que ces institutions-là se sont discréditées, mais cela ne nous empêche pas d'envisager encore des démarches diplomatiques auprès de ces institutions. Donc, quand nous disons que nous envoyons des messages aux États membres des Nations Unies, c'est que nous nous adressons aux 193 pays, en plus du Vatican, qui n'est pas le moindre des interlocuteurs de la scène politique togolaise, et la Palestine. Donc, on s'adresse à tous les pays membres des Nations Unies pour qu'ils exercent des pressions diplomatiques et des pressions en tout genre sur le régime togolais pour qu'il respecte les droits de l'homme, qu'il libère les prisonniers politiques et qu'il respecte les principes de la démocratie. Donc, ce sont des démarches que nous allons mener. Je finis avec l'AES. L'AES est en formation et c'est un regroupement d'États qui a beaucoup de problèmes. Si vous suivez les nouvelles, vous verrez, vous voyez comment le Mali est encore très secoué par la multiplication des attaques terroristes un peu partout à travers le pays. Donc, l'insécurité ou alors l'instabilité qui reprend son droit sur ces territoires, ainsi que d'autres problèmes encore et certaines confusions qui ont été entretenues dans les communications autour de ces pays et envers la scène politique togolaise ne nous facilite pas encore des couloirs de discussion apaisés, de discussions crédibles avec les gouvernants de ces pays-là, mais là aussi, nous n'excluons pas l'opportunité ou la possibilité de mener des démarches diplomatiques auprès de ces pays et d'aller demander leur concours pour la recherche de solutions aux problèmes du Togo. Joël, merci. Comme l'a dit mon frère,